Monsieur Drouet, qui est aujourd'hui secrétaire général de la coordination nationale du renseignement à la présidence de la République, n'est pas convoqué au titre de cette fonction, mais au titre de la fonction qu'il exerçait antérieurement, celle de chef de cabinet du préfet de police de Paris. Et c'est à ce titre que nous allons le questionner dans le cadre du mandat qui est le nôtre. Monsieur Drouet, comme je le fais à chaque fois, car c'est notre règle, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotée des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Souhaitez-vous introduire cette audition par un propos liminaire? Un court propos liminaire. Eh bien, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les co-rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Comment? Messieurs les co-rapporteurs. Non, Madame, Monsieur les co-rapporteurs. Je suis devant vous aujourd'hui au titre de mes précédentes fonctions de chef de cabinet du préfet de police de Paris, un poste que j'ai occupé de janvier 2016 au 27 avril 2018. J'occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire général de la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme depuis le 30 avril 2018. J'insiste un moment sur ces dates parce que, n'étant plus en fonction à la préfecture de police le 1er mai 2018 et n'ayant pas été impliqué dans la préparation de la gestion de la manifestation de ce 1er mai, je n'étais pas informé de la participation d'Alexandre Benalla en tant qu'observateur et je ne pourrais donc rien vous dire sur ces faits qui ont été l'élément déclencheur de votre commission d'enquête. Avant de répondre à vos questions, je tiens à rappeler les missions qui étaient les miennes en tant que chef de cabinet du préfet de police de Paris. Tout d'abord, la gestion de l'agenda et des dossiers du préfet de police, ainsi que des nombreuses interventions qui lui sont adressées. Ensuite, la gestion RH et budgétaire du cabinet du préfet de police. Après, la supervision de la direction de la police générale de la préfecture de police au titre du cabinet du préfet et donc de l'ensemble des sujets dont elle est en charge, avec notamment le droit des étrangers, les naturalisations, les papiers d'identité, les permis de conduire, les cartes grises et diverses polices administratives, notamment celles liées aux armes. Vient ensuite la mission de pilotage de la sécurité et de la sûreté du site principal de la préfecture de police sur l'île de la Cité. Et enfin, l'organisation des déplacements des hautes personnalités ou des grands événements sur Paris, avec notamment la coordination des différents services de sécurité impliqués lors de ces événements, le lien avec les chefferies de cabinet des hautes personnalités concernées et aussi avec les organisateurs éventuels d'événements. À ce titre, j'étais le contact naturel, normal, de la chefferie de cabinet de la présidence de la République pour la préparation et l'organisation des déplacements du président de la République sur Paris. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Madame, peut-être Monsieur Sueur. Monsieur Sueur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le chef de cabinet, je vais vous appeler comme ça, puisque c'est à ce titre que nous vous auditionnions, comme l'a dit le Président, même si nous n'ignorons pas que vous exercez d'autres fonctions présentement. Donc, je vais vous interroger uniquement sur le permis de port d'armes qui a été délivré à Monsieur Benalla. Madame Jourda posera toute une série d'autres questions en complément. D'abord, ce permis de port d'armes, dont nous avons le document, et vous connaissez ce document puisqu'il a été rédigé, je pense, par vos soins ou sous votre contrôle. Oui. Voilà. Il est étrange à beaucoup d'égards et je voulais vous demander d'abord qui en a formellement fait la demande au nom de la présidence de la République. Monsieur Drouet. Monsieur le co-rapporteur,
C'est une question importante et qui nécessite que je prenne le temps de répondre pour détailler l'ensemble de la procédure. Le 5 octobre 2017, les services de la direction de la police générale de la préfecture de police m'informent de la réception d'une demande de port d'armes de la part de M. Benalla, chargé de mission à la présidence de la République. En l'absence de directeur au sein de cette direction, le poste était tout simplement vacant à cette période-là. Les services souhaitent que le cabinet du préfet de police évoque le dossier à son niveau. C'est donc par l'intermédiaire des services administratifs de la préfecture de police que je prends connaissance de cette demande. J'informe alors le préfet de police qui me demande de me rapprocher du cabinet du président de la République afin que le dossier nous parvienne par la voie hiérarchique. Le 10 octobre 2017, le directeur du cabinet du président de la République confirme la demande par courriel et sollicite son examen sur le fondement de l'article L315-1 du Code de la sécurité intérieure, et c'est marqué dans le courriel de transmission, dans le strict respect des textes. Ce sont là les seuls liens que nous avons eus avec le cabinet du président de la République sur ce dossier. Il me paraît utile de faire un point sur les textes mobilisés dans cet arrêté, si vous me permettez. L'article L315-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression peuvent être autorisés à s'armer dans le cadre de leurs fonctions. Ces dispositions sont codifiées dans le Code de la sécurité intérieure, et j'en viens aux articles qu'on va mentionner dans l'arrêté. L'article R312-24 du Code précité dispose que les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police et ou exposés à des risques d'agression peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes. La situation d'Alexandre Benalla correspondant à ce cas de figure, nous avons donc lancé à ce moment-là l'instruction du dossier en veillant à réunir l'ensemble des pièces nécessaires, le carnet de tir, la formation continue, le certificat médical, l'enquête de moralité, etc. Après un examen approfondi du dossier, il est apparu que le dossier était complet et que l'émission de M. Benalla rentrait dans le cadre fixé par le législateur. Ainsi, considérant l'action d'Alexandre Benalla de coordination de sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR, considérant qu'il exerçait sa mission auprès du président de la République, qui fait l'objet de nombreuses menaces, et dans un contexte où le niveau de menace terroriste n'a jamais été aussi élevé, et considérant qu'il était de fait manifestement exposé à des risques d'agression, c'est ça qui est écrit dans l'arrêté, le préfet de police a validé sa demande et j'ai signé le 13 octobre 2017 par délégation du préfet de police l'autorisation de port d'armes de M. Benalla, une autorisation que nous avons limitée strictement à l'exercice de ses missions et à la validité de son contrat à la présidence de la République. Mais Monsieur Drouet, j'entends ce que vous dites, mais Monsieur le secrétaire général de l'Élysée, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République et Monsieur le chef de cabinet nous ont affirmé que Monsieur Benalla n'exerçait pas de mission de police. Tout le monde ici a entendu cela. Or, je me suis déjà étonné auprès d'eux, comme je m'étonne auprès de vous, que le permis de port d'armes porte la mention suivante, je crois que notre président en dispose, considérant que M. Benalla est chargé d'une mission de police. Alors, c'est clair, c'est net et c'est précis. Alors, autre question, vous avez dit que la demande a été faite par un courriel. Ce matin même, M. Benalla nous a dit qu'elle avait été faite par téléphone. S'il s'agit d'un courriel, je suppose que ce courriel existe toujours.
car nous avons demandé le document par lequel l'Élysée, donc le directeur de cabinet, a demandé le port d'armes. Et il a été refusé de nous communiquer cette pièce. Est-ce que vous disposez toujours, je suppose que vous ne disposez pas de ce courriel, mais je suppose que dans les archives de la préfecture de police, il figure. Et est-ce que vous avez le souvenir précis des mentions qui figuraient sur ce courriel? Parce que de deux choses l'une, ou ce sont les mentions, c'est que M. Benalla exerce des missions de police, et cela invalide les déclarations qui ont été faites à la fois par le secrétaire général, le directeur de cabinet, le chef de cabinet. Ou alors, on ne comprend pas. Monsieur Drouet, vous avez la parole. Deux choses. Il y a une question en deux temps. Je vais commencer par la seconde, qui est le courriel. Je le confirme, sous serment. C'est un courriel du directeur de cabinet du président de la République qui a déclenché l'instruction du dossier. Dans ce courriel, je le cite de mémoire, et ça fait un certain temps, et il y avait marqué qu'on avait été informé de cette demande, que M. Stroda confirmait cette demande et qu'il nous demandait de l'instruire sur le fondement de l'article L315-1 du Code de la sécurité intérieure, et ce, dans le strict respect des textes. Point final. C'est la transmission avec toutes les pièces justificatives au dossier. Voilà. Il peut paraître surprenant qu'il soit nécessaire que le directeur de cabinet précise que c'est dans le strict respect des textes qui vous demande d'instruire une demande de permis de port d'armes. Parce que ça pourrait aller de soi. On pourrait imaginer que ça va de soi. Mais Vous voulez préciser les choses. Par deux fois, le ministère de l'Intérieur a refusé le port d'armes. En étiez-vous informé? Je n'étais pas informé des refus opposés par le ministère de l'Intérieur. Et ça n'a rien d'anormal. Ça n'a rien d'anormal parce qu'on est sur des fondements juridiques différents. Le ministère de l'Intérieur instruit les demandes de port d'armes pour une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie sur la base de l'article R315-5 du Code de la sécurité intérieure. Les préfets de département et à Paris, le préfet de police instruisent de leur côté les demandes de port d'armes des fonctionnaires et agents publics chargés d'une mission de police et ou exposés à des risques d'agression dans le cadre de leurs fonctions sur le fondement de l'article R312-24 du Code de la sécurité intérieure. C'est sur ce second fondement que la préfecture de police a été saisie et c'est sur ce second fondement que le dossier a été instruit dans le strict respect des compétences du préfet de police. Il n'y avait aucune raison d'interroger le ministère de l'Intérieur sur le sujet. Est-ce que d'autres membres de la chefferie de cabinet, il y avait donc 4 personnes, bénéficiaient aussi d'un permis de port d'armes? Durant les 2 ans et demi que j'ai passé à la préfecture de police, c'est la seule demande que nous avons reçue de la part de la présidence de la République. Ne trouvez-vous pas étrange que l'adjoint au chef de cabinet bénéficie de ce port d'armes et pas le chef de cabinet adjoint ni le chef de cabinet? J'ai pas apporté de jugement de valeur. Ce qui revenait au service de la préfecture de police, c'était de juger si la demande était fondée en droit. La demande a été jugée fondée en droit, et donc on y a répondu. On répond aux questions qu'on nous pose. Et après, je ne vais pas tirer de plan sur d'éventuelles demandes qui auraient pu éventuellement nous parvenir. Avez-vous le souvenir que dans le courriel, le directeur de cabinet faisait état de mission de police stricto sensu? Très clairement, non. Il n'était pas fait état de mission de police. Et je le répète, il faut lire ces considérants en entier, dans leur ensemble. Il y a un certain nombre de considérants et isoler un passage ne permet pas de comprendre. Attendez. Non, je vais expliquer. Je vais expliquer parce qu'il faut être très clair.
c'est marqué et c'est écrit dans l'arrêté, c'est dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR que les services de la préfecture de police, que nous avons estimé à la préfecture de police que son action pouvait s'inscrire dans une mission de police. On a ensuite qualifié le niveau de menace dans lequel il exerçait sa mission, en parlant d'un haut niveau de la menace terroriste et de la sensibilité du domaine d'exercice de sa mission, aux côtés d'une très haute personnalité parmi les plus menacés de France. Et nous avons donc considéré que dans le cadre de sa mission, il était manifestement exposé à des risques d'agression. C'est pour l'ensemble de ces raisons, et en s'inspirant de l'article R312-24 qui parle de mission de police, c'est de là que vient le terme mission de police, il ne faut pas chercher, c'est de premier alinéa de l'arrêté, de l'article, excusez-moi, R312-24 du Code de la sécurité intérieure, que nous avons considéré que les missions exercées par M. Benalla rentraient dans le cadre fixé par le législateur. Et le préfet de police a donc validé son port d'armes. Je m'arrête juste une seconde sur le service qui instruit ce type de demande. C'est la direction de la police générale. Direction de la police générale. La direction de la police générale, à la préfecture de police, il n'y a pas un seul policier au sein de la direction de la police générale, malgré le terme police. C'est une direction strictement administrative. Et pour cette direction, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté sur le sujet. Donc je reviens sur le fait que le chef de cabinet qui exerçait strictement, si j'ai bien compris, des missions de présence très proches du président de la République pouvait être considéré comme étant autant exposé à des questions de risque. D'autre part, si je comprends bien, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que le courriel nous fût communiqué. Hein? Bon. En fait, nous l'avons. Bon, bah alors si nous l'avons, je retire ce que j'ai dit. En revanche, pour préciser la question de notre rapporteur, ce courriel fait état d'une note jointe et curieusement, et je crois que c'est ça que vous vouliez dire, monsieur le rapporteur, la note jointe au courriel n'est pas jointe à la communication du courriel. Et donc nous souhaitons avoir ce document, bien évidemment. Et par ailleurs, la demande initiale, puisque ce courriel fait état d'une demande qui lui est antérieure, qui le précède, la demande initiale, nous ne l'avons pas non plus. Je pense que, compte tenu de ce que vous nous expliquez, ce document permettrait peut-être d'établir définitivement que c'est pour la sécurité personnelle de M. Benalla que la demande a été faite. Il suffirait de le vérifier en accédant à ce document. Monsieur Drouet. Le dossier de port d'armes ayant été saisi par la justice, je n'ai pas pu le retourner dedans pour faire les archives, donc je n'ai pas en mémoire les éléments qu'il y avait dans cette note d'accompagnement. Enfin, dernière question pour ma part. Il est fait état dans le document donnant le port d'armes, autorisant au port d'armes, du fait que M. Benalla dispose de la possibilité de diriger un organisme de sécurité privée. Oui, je crois que Monsieur le Président pourra confirmer, car elle dispose du document. Et pourquoi, enfin, la question est toute simple, pourquoi ce considérant? Pourquoi ce considérant? Parce que M. Benalla était connu des services de la préfecture de police dans le cadre de détention et d'acquisition d'armes et de port d'armes, dans le cadre de ses anciennes fonctions En Marche de chef du service de la sécurité. Et donc il y avait tout un dossier qui existait, un fond de dossier qui existait sur M. Benalla, et ça permettait de... Enfin, c'est un considérant qui était inutile. Absolument, c'était un qui était inutile dans l'arrêté qu'on avait mis. Parce qu'il y avait un fond de dossier. À titre décoratif, parce que finalement, la demande du port d'armes ne se justifiait que par les fonctions qu'il exerçait à l'Élysée et exclusivement pour elle. Bon, j'ai achevé mes questions. Madame Jourda.
Oui, et je vais continuer, si vous voulez bien, également sur le port d'armes. Vous nous avez indiqué que la demande de permis de port d'armes a été déposée le 5 octobre 2017. En tout cas, vous en avez été informé à cette date-là. Quelle forme avait pris cette demande initiale, puisqu'elle n'était manifestement pas faite par voie hiérarchique? La préfecture de police est un service public. Et en tant que service public, la préfecture de police a différents guichets pour les différentes procédures que les administrés veulent mener auprès de la préfecture. Monsieur Benalla s'est adressé au guichet armes de la préfecture de police, qui est une démarche normale dans le cadre de ce type de demande. J'insiste sur ce point, mais je vais y revenir. Ça montre quoi, si on reprend l'ensemble de la chronologie des événements? Ça montre que la machine d'État a bien fonctionné. Monsieur Benalla s'adresse au guichet armes des services administratifs de la préfecture de police, qui voient un collaborateur du président de la République faire une demande de port d'armes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils alertent. Ils alertent le cabinet du préfet de police et le préfet de police directement. Que fait-on au niveau du cabinet du préfet de police? On informe la hiérarchie. On met dans la boucle la hiérarchie de M. Benalla pour demander: est-ce que vous voulez transmettre? S'il y a une demande, ça doit venir par la voie hiérarchique. La demande est confirmée par la hiérarchie de M. Benalla. Et c'est sur cette base que nous lançons l'instruction du dossier. Ça montre tout simplement qu'il y a eu un fonctionnement administratif efficace, sain et totalement transparent. Madame Jourda. Oui, je persiste sur ce permis de port d'armes. J'ai cru comprendre, mais vous allez me dire si c'était bien le sens de votre intervention tout à l'heure, que vous nous avez indiqué que dans les considérants de ce permis qui visait les missions de police, ces missions étaient visées tout simplement parce qu'elles figuraient dans l'article R312-24 du Code de la sécurité intérieure qui les prévoit. Donc en fait, c'était une reprise pure et simple du texte. C'est bien cela que vous nous avez indiqué? C'est bien ça que je vous ai indiqué. Le premier alinéa de l'article R312-24 dispose que les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police peuvent être armés. Le deuxième alinéa dispose que les agents et fonctionnaires publics manifestement exposés à des risques d'agression, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent être armés. Dans l'écriture peut-être maladroite de cet arrêté, on a repris le premier alinéa, considérant que M. Benalla exerce des missions de police, et on le qualifie, on ne s'arrête pas à dire considérant qu'il, dans le cadre de son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République en lien avec les forces militaires et le GSPR, et ensuite on prend le deuxième alinéa et on dit que dans le cadre de ces missions, il est manifestement exposé à des risques d'agression en raison, et c'est l'alinéa précédent, du haut niveau de menace. Madame Jourda. Oui, je poursuis sur ce point parce que j'avoue que j'ai du mal à comprendre le raisonnement. Donc ces missions de police, elles existent ou elles n'existent pas lorsqu'on motive ce permis de port d'armes? Puisque vous semblez dire que c'est une reprise formelle. Je vous ai dit comment nous les avons qualifiées, et c'est écrit. Nous avons considéré que c'est dans le cadre de son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République en lien avec le GSPR et les forces militaires, nous avons considéré que ça pouvait s'inscrire dans le cadre général d'une mission de police. Oui, en fait, Monsieur Drouet, pour dire les choses telles que les a dites le préfet de police devant nous, il y a un arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel définit les services ou catégories de services qui accueillent des fonctionnaires et agents pouvant être armés au titre des dispositions légales et réglementaires que vous avez rappelées. Évidemment, la présidence de la République n'est pas mentionnée par cet arrêté. Nonobstant cette oubli ou lacune, carence du droit, le préfet de police et ses services ont estimé que la fonction de M. Benalla pouvait être assimilée aux fonctions qui sont énumérées par l'arrêté qui détermine les catégories.
de fonctionnaires ayant la possibilité d'avoir une arme de service, si j'ai bien compris. Et donc, il est extrêmement important de constater que c'est parce que vous avez, vous, à la préfecture de police, été convaincu que M. Benalla exerçait une fonction de police, que vous avez pu inscrire la délivrance de ce permis de port d'armes dans le cadre des textes en vigueur. Car si vous aviez estimé au contraire qu'il n'exerçait pas de fonction de police, il eût été illégal d'attribuer ce permis de port d'armes. Est-ce que j'ai bien interprété les choses, Monsieur Drouet? Absolument pas, Monsieur le Président. Et je reprends les textes de l'article R312-24. Il y a bien 2 alinéas et les 2 conditions ne sont pas cumulatives. Le premier alinéa dispose que les fonctionnaires et agents des services publics chargés d'une mission de police peuvent être armés. Le second alinéa dispose que les fonctionnaires et agents des services publics exposés à des risques d'agression dans le cadre de leur fonction peuvent être armés. C'est et ou. Et ou. Les 2 conditions ne sont pas cumulatives. Et donc, sans cette mission de police, sans référence à son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République, nous aurions pu prendre l'arrêté et il aurait été légal. Alors, il aurait éventuellement été légal, peut-être, mais il se trouve que le préfet de police que nous avons auditionné, lui, nous a expliqué qu'il s'était fondé sur cette activité de police pour, j'ai sous les yeux ces déclarations, pour délivrer le permis de port d'armes. Donc, je comprends qu'on y passe du temps parce que c'est assez essentiel pour percevoir quelle était la mission exercée par M. Benalla auprès du chef de l'État. Et si c'est une mission de police, alors c'est une mission qui évidemment interfère avec des services qui sont sous la responsabilité du gouvernement et qui doivent assurer la sécurité soit des déplacements, soit de la personne du chef de l'État. Mais si vous aviez dû vous prononcer uniquement sur le fondement de la protection personnelle de M. Benalla, vous n'auriez pas eu besoin de mentionner qu'il avait une mission de police. Or, vous l'avez fait. Oui, parce que dans les éléments qui nous avaient été fournis, il y avait inscrit sa mission de coordination des services de la sécurité de la présidence de la République en lien avec les forces militaires et le GSPR, et nous avons considéré que ça pouvait être assimilé à une mission de police. C'est un choix qui a été fait depuis la préfecture de police, par les services de la préfecture de police, et nous l'avons assumé, et je crois que le préfet de police l'a effectivement assumé devant votre commission. Je vous remercie, mais quels étaient les éléments fournis qui vous permettaient de considérer qu'il y avait bien une mission de police? Avez-vous le souvenir de ces éléments précis qui vous ont été communiqués à l'époque? Comme je vous ai dit, je n'ai pas pu reconsulter je ne fais appel qu'à votre le dossier qui a été saisi par la justice. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les démarches administratives et les procédures administratives sont basées sur de l'écrit. Et donc, si nous avons inscrit cette mission, c'est que dans l'écrit, il y avait, mais ça a été d'ailleurs dit très bien par le chef de cabinet du président de la République, il y avait son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Je vous remercie. Madame Jourda. Oui, ce sera pour le coup ma dernière question sur ce permis de port d'armes. Monsieur le Président en bas rappelait tout à l'heure que le permis sur le fondement qui avait été visé ne pouvait pas être accordé à M. Benalla, qui ne faisait pas partie des personnels qui étaient visés précisément par ce fondement juridique. Quelles observations avez-vous sur ce point à faire? Je n'ai qu'une observation, c'est qu'il a été jugé à la préfecture de police que les missions exercées par M. Benalla rentraient dans le cadre fixé par le législateur, et c'est la raison pour laquelle le préfet de police a considéré que l'ensemble des conditions étaient remplies et que ce port d'armes pouvait être autorisé. Et c'est la raison pour laquelle cet arrêté a été signé. Je sens bien que vous voulez essayer de démontrer quelque chose. Je me limite aux faits et à la procédure. Monsieur Drouet, nous ne voulons rien démontrer, nous voulons comprendre. Il y a des contradictions que nous voulons lever.
et s'il vous appartient à vous-même de démontrer la position que vous soutenez avec les éléments d'information qui sont les vôtres. Quant à notre commission, elle délibérera après l'ensemble des auditions pour déterminer sa propre position. Oui, alors changeons de sujet. Dans le cadre de vos fonctions de chef de cabinet du préfet de police, vous avez été amené à avoir des contacts avec M. Benalla? Question. Tout à fait. J'ai été pour la première fois en contact avec Alexandre Benalla dans le cadre de la préparation de la soirée du second tour de l'élection présidentielle à la Pyramide du Louvre, la soirée du 7 mai 2017. Ensuite, il a intégré l'Élysée et nos relations de travail ont été régulières jusqu'à mon départ de la préfecture de police en avril 2018, au gré des déplacements du président de la République sur Paris. C'est en fait tout simplement le rôle, comme je vous l'ai exposé au début, le rôle du chef de cabinet du préfet de police d'être en lien étroit avec les autres chefferies de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des différents ministres, dans le cadre de la préparation et l'organisation des déplacements de leurs autorités sur Paris. Nos relations étaient très cordiales, mais n'ont jamais dépassé le cadre strictement professionnel. Je vous remercie. Madame Jourda. Selon vous, quelle était la nature des missions qu'il exerçait à l'Élysée? Alexandre Benalla était un membre de la chefferie de cabinet de la présidence de la République. À ce titre, il avait en charge la préparation et l'organisation des déplacements du président de la République et donc les liens avec les préfectures de départements concernés. C'est des fonctions très classiques de lien entre les préfectures et les cabinets, de coordination des différentes entités qui concourent à l'organisation d'un déplacement, allant de la logistique au service presse, au service de sécurité, au service des préfectures concernées, au lien avec les organisateurs accueillants. Ça, c'était les missions que je connaissais d'Alexandre Benalla. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier de port d'armes, j'ai découvert ce qui est de l'interne à la présidence de la République, mais que je ne connaissais pas, cette mission de coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Je vous remercie. Madame Jourda, vous avez terminé avec les questions? Non. Alors vous pouvez continuer. Une dernière question, si vous voulez bien, Monsieur le Président. J'avais une question sur la participation de Monsieur Benalla à la manifestation du 1er mai, mais je crois que vous y avez répondu par avance en indiquant que, étant parti, vous, le 27 avril, vous n'étiez pas informé de cette participation. Pourriez-vous, dans un cadre général, nous expliquer quand même quelle est la chaîne de validation hiérarchique lorsqu'une demande d'observation est adressée à la préfecture de police? Monsieur Drouet, s'il vous plaît. La préfecture de police est une institution très simple et très hiérarchisée. C'est-à-dire que tout type de demande remonte au préfet de police. Et c'est le préfet de police qui valide ou non la participation d'un observateur. C'est très régulier que la préfecture de police accueille des observateurs sur ces manifestations. C'est le cas de parlementaires, c'est le cas de journalistes, d'étudiants, de stagiaires. Et si la demande avait été formulée selon les cadres définis au sein de la préfecture de police, ça aurait dû remonter au préfet de police. J'ai compris que ça n'avait pas été le cas. Merci. Je vous remercie. D'autres, Madame Jourda? Non. Madame Benbassa. Monsieur
Non, effectivement, quoi, je voulais ressouligner la contradiction qu'on a eue entre les différentes déclarations, entre ce que M. Benalla nous a assuré ce matin ne justifier son port d'armes que pour des raisons de protection personnelle, et cet arrêté qui mentionne son rôle en matière de sécurité. Alors quand on limite à la coordination, je ne savais pas que pour coordonner des services, il fallait une arme et poser peut-être le pistolet sur la tempe de ceux qu'on doit coordonner, quoi. Tout ça, rien n'est cohérent. Et je voudrais savoir, c'est qui est à l'origine de la formulation. Quand on pose la question à M. Benalla, il nous dit c'est pas moi qui rédige l'arrêté. Le directeur de cabinet assume parfaitement, de la présidence de la République, assume parfaitement l'avoir demandé. Effectivement, sous quelle forme, quoi. On voudrait savoir qui l'a rédigé, pourquoi, comment. Excusez-moi, mais ce point n'est toujours pas clair. Ensuite, je souhaiterais savoir à quelle fréquence, combien de fois, effectivement, M. Benalla s'est rendu à la préfecture de police de Paris lorsqu'il a été en fonction. Certains nous l'ont décrit comme omniprésent, d'autres nous disent qu'il s'est présenté, M. Benalla lui-même, en tout et pour tout, je crois, 5 fois. Voilà. Donc 2 fois avant. Voilà. Donc effectivement, et elle fréquente à quelle occasion et pourquoi, et est-ce qu'il y a une traçabilité de toutes les entrées à la préfecture de police si cela devait être vérifié. Monsieur Drouet. Qui a rédigé l'arrêté? Ce sont les services de la préfecture de police, de la direction de la police générale. Et donc c'est très clairement la préfecture de police qui endosse la responsabilité des termes qui ont été utilisés dans cet arrêté. Quant à la fréquence des visites de M. Benalla à la préfecture de police, je n'ai souvenir à titre personnel que de, je réfléchis, mais que de 2 ou 3 de ces visites. La première visite, je vous l'ai dit, dont j'ai souvenir, c'était dans le cadre de la préparation de la soirée du second tour de l'élection présidentielle, donc début mai 5 ou ça doit être 4 ou 5 mai de 2017. Les suivantes, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'était dans le cadre de la préparation du One Planet Summit qui s'est passé à Boulogne-Billancourt, le nouvel ensemble à Boulogne-Billancourt, où nous avons travaillé avec les services de la présidence de la République et M. Benalla était présent. Ce sont les 2 seules visites que j'ai à ma connaissance. Monsieur le Président, je souhaiterais ne pas être frustré de la réponse. Donc, ce sont les services de la préfecture de police qui ont imaginé ou conçu que M. Benalla était chargé d'une mission de coordination de la sécurité. Parce que dans la note de service décrivant son activité, c'était que l'organisation des déplacements publics et privés et éventuellement les réceptions à la présidence de la République. Je vais expliquer à M. Drouet pourquoi nous posons ces questions, parce qu'il est possible, il a beaucoup de travail, qu'il n'ait pas assisté à toutes nos auditions, bien qu'elles soient publiques. Mais sachez, M. Drouet, que la définition formelle qui nous a été donnée des fonctions de M. Benalla lors de nos premières auditions, à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, comportait exclusivement 3 points. La participation à l'organisation des déplacements publics du président de la République, l'organisation de l'accueil des visiteurs pour le 14 juillet, car ils sont très nombreux, et le 3e point, c'était l'organisation, non pas seulement la participation, mais l'organisation des déplacements privés du chef de l'État ou de son épouse. Et ça n'est que... Et ça n'est... Oui, là, c'était sa responsabilité en propre. Voilà les explications que nous a données sur sa fonction. Puis, plus récemment, on nous a dit, c'est la semaine dernière, le chef de cabinet du président de la République, il avait aussi une fonction de coordination du GSPR et du commandement militaire du Palais. Je crois que dans l'esprit de la description de cette fonction de coordination, ça ne veut pas dire que le coordinateur, comme peut l'être le coordinateur du renseignement national, se situait au sommet de la pyramide, mais que dans la pratique du fonctionnement quotidien, il avait à jouer un rôle de trait d'union. Et voilà que cette semaine, on nous explique que
Alors, nous avons pensé que ça facilitait la justification du port d'armes, qu'il exerce une mission de sécurité. Mais cette semaine, fait nouveau, M. Benalla lui-même, vous aussi, vous nous indiquez que non, ça n'était pas pour une fonction de sécurité, c'était pour sa protection personnelle. On se demande qu'est-ce qui spécifiquement pouvait bien exposer à ce point M. Benalla à des risques, puisqu'il avait une fonction qu'on nous a décrite comme une fonction d'organisation et même la coordination comme une fonction dont il ne faut pas exagérer l'importance hiérarchique, qui ne le plaçait pas au-dessus des chefs du GSPR ou du commandant militaire du palais. Voilà pourquoi M. Grosdidier assiste pour essayer de comprendre, parce que finalement, il y a eu des versions évolutives de la mission exacte de M. Benalla, et dans toutes ces versions reste une énigme. Mais pourquoi donc avait-il besoin d'une arme? Il nous a dit lui-même qu'il pouvait avoir sur lui cette arme en présence du chef de l'État, soit dans des déplacements privés, soit dans des déplacements publics, qu'il pouvait l'amener à l'Élysée. Vous n'avez pas à nous répondre sur ce que faisait exactement M. Benalla, puisque vous n'êtes pas censé le savoir. En revanche, la préfecture de police était censée avoir des éléments objectifs suffisants pour pouvoir affirmer dans l'arrêté autorisant le port d'armes que M. Benalla exerçait une fonction de police. Voilà. Alors je vous laisse répondre à la question de M. Grosdidier après avoir essayé de vous donner le contexte de cette question, parce que nous n'avons pas encore à ce jour réussi à avoir une vision parfaitement claire de cette fonction. Alors allez-y, M. Drouet, si vous pouvez nous apporter un petit complément d'information, il sera le bienvenu. Ah, monsieur le rapporteur. Complément. Voyez-vous, monsieur Yann Drouet, nous entendons beaucoup de personnes qui nous exposent des choses. Et au bout d'un moment, j'ai envie de vous demander quel est votre sentiment intime, profond, votre conviction. On a, peut-être à tort, le sentiment qu'on nous expose de beaucoup de manières des minimisations du rôle de M. Benalla, mais qu'en réalité, il était l'homme de confiance, qui à cet égard disposait d'un pouvoir très large, jusqu'à être finalement peut-être, j'emploie cet adverbe, voyez-vous, le maître d'œuvre d'une réorganisation de la sécurité du chef de l'État dans toutes ses dimensions, quand bien même ce serait en opposition avec le ministère de l'Intérieur. Et vous avez comme nous lu cette phrase, entre guillemets, dans le journal du dimanche, je pense que le dimanche vous lisez le journal du dimanche, où il fait état lui-même de l'opposition du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous voyez l'adjoint au chef de cabinet du chef de l'État qui dit, ben voilà, le ministère de l'Intérieur est opposé à mes visions. Et en tant que fonctionnaire de la République, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, M. Drouet. J'ai été convoqué en tant qu'ancien chef de cabinet du préfet de police, et donc c'est en tant qu'ancien chef de cabinet du préfet de police, et donc fonctionnaire, que je vais vous répondre, monsieur le sénateur. Je voudrais réagir à ce qu'a dit M. Grosdidier et à ce que vous avez dit. Dans l'arrêté, la mention portant à l'action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République en lien avec le GSPR et les forces de sécurité, c'est dans le dossier qui nous avait été fourni que nous avons trouvé cette mention. Et c'est de cette mention que nous avons estimé, nous avons jugé que ça pouvait être assimilé à une mission de police. Mais il ne faut pas isoler les choses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la façon dont nous avons examiné le dossier, c'est un ensemble. Et donc,
On a considéré son action de coordination des services de sécurité de la présidence. On a estimé qu'il exerçait sa mission auprès du président de la République, une des personnalités les plus menacées de France, dans un contexte de menaces terroristes des plus élevés. Et on a considéré que dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de sa mission, il était manifestement exposé à des risques. C'est l'ensemble qu'on a considéré. C'est l'ensemble qu'on a considéré, Monsieur le Président. Je vous remercie. J'entends bien que c'est l'appréciation que vous défendez et nous verrons si la Commission accepte de s'en convaincre. Mais alors, est-ce que Madame Jourda a d'autres questions? Monsieur Sueur a-t-il d'autres questions? Moi, je voudrais revenir à la question de la décision prise d'autoriser Monsieur Benalla ou même de l'inviter à assister en tant qu'observateur au service d'ordre de la manifestation du 1er mai. Parce que j'ai compris de précédentes auditions que le préfet de police n'avait pas été informé de cette participation. Puis d'autres témoignages nous ont indiqué qu'au cours d'un déjeuner du 25 avril, auquel vous avez participé avec le général Biot, pas Monsieur Drouet, auquel ont participé un certain nombre de protagonistes, la participation de Monsieur Benalla à ce service d'ordre comme observateur avait été évoquée, et notamment en présence d'un fonctionnaire cadre de la préfecture de police. Est-ce que, il s'agit de Monsieur Simonin, est-ce que vous-même, à cette date ou dans les jours qui ont précédé le 1er mai, avez été informé de cette participation de M. Benalla en qualité d'observateur qui semblait parfaitement acquise depuis plusieurs jours déjà par un représentant de la préfecture de police? Très clairement, non, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vais maintenant me proposer à mes autres collègues de poser leurs questions. Madame de la Gontrie. Merci, Président. Donc, effectivement, Monsieur le chef de cabinet, on voit que l'administration a très bien fonctionné, puisqu'en 9 jours, entre le jour de la présentation au guichet, comme vous le dites, et l'octroi du permis, l'affaire a été instruite, même si, vous le précisez, c'est le seul cas où un collaborateur de l'Élysée a demandé un port d'armes pendant les 2 ans et demi où vous avez été présent à ce poste. Donc, c'était assez exceptionnel. Mais vous avez indiqué autre chose. Est-ce que vous pouvez confirmer que donc, lorsque la préfecture de police est saisie d'une demande de port d'armes, le ministère de l'Intérieur n'est jamais interrogé pour savoir si une demande a été formulée auprès de ses services? Première question. La deuxième question, c'est: avez-vous eu connaissance de menaces dont M. Benalla aurait fait l'objet? Et vous comprenez bien que c'est lié au fait qu'il semble donc que ce soit la seule personne à l'Élysée qui soit dans cette situation, puisqu'elle est la seule personne à pouvoir demander un port d'armes. Il y a d'ailleurs une curiosité à placer auprès du président de la République quelqu'un de menacé. Bien, Monsieur Drouet. Alors, vous avez en partie répondu à la première question, mais peut-être que vous pourriez remettre les choses au clair. Sur la première question, comme je l'ai indiqué, on est sur des fondements juridiques différents. Étant sur des fondements juridiques différents, c'est le strict compétence du préfet territorialement compétent, et il n'a pas interrogé le ministère de l'Intérieur. Je ne peux pas, à ma connaissance, non, Madame la sénatrice. Sur la seconde question, excusez-moi, ça m'a... Menace, sur cette question, je ne suis pas habilité à vous répondre. Bien, je vous remercie. Je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Segouin, Vincent Segouin. Merci, Monsieur le Président. Ça a été pas mal repris, mais je voulais juste reformuler un peu, parce qu'en effet, vous nous expliquez, Monsieur Drouet, je voulais revenir sur l'arrêté du permis de port d'armes visionné par la préfecture. Monsieur Benalla donc a demandé un permis port d'armes uniquement pour sa sécurité personnelle, vous nous expliquez,
enfin, on nous a expliqué exactement. Pourtant, on nous a aussi expliqué ce matin au cours de toutes les auditions que M. Benalla est en permanence à côté du président, sur son épaule droite, pour reprendre ses propos, pour assurer la coordination. Si on lui octroie un permis port d'armes pour sa sécurité personnelle et qu'il est à côté du président, est-ce qu'il n'augmente pas le risque de sécurité sur la personne du président? C'est ça ma question. La première. Et puis, est-ce que la préfecture, à partir du moment où on respecte l'article que vous avez mentionné à plusieurs reprises, ne s'inquiète pas plus du bon sens de la sécurité et ne va pas plus loin dans l'octroi du permis de port d'armes? Monsieur Drouet. La préfecture examine en droit les choses. Et pour être très clair, ce n'est pas pour sa sécurité personnelle que le port d'armes lui a été octroyé. C'est dans le cadre de ses missions, de sa fonction, donc de la mission qu'on a considérée comme étant une mission de police, de coordination, et du fait qu'il est, dans le cadre de ses fonctions, donc c'est pas à titre personnel, dans le cadre de ses fonctions, manifestement exposé à des risques d'agression. Au regard du niveau de la menace, effectivement, ça ne me paraît pas aberrant de considérer cela. Merci, Monsieur Drouet. Monsieur Pilet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous me corrigerez immédiatement, et mes collègues éventuellement, si j'ai commis une erreur en écoutant mal ce qui a été dit ce matin par Monsieur Benalla. Mais je crois bien que Monsieur Benalla nous a très clairement dit qu'il n'avait jamais déposé matériellement de demande, et que seul un coup de fil de Monsieur Stroda avait déclenché la procédure. Or, vous venez de nous dire qu'il y a bien eu une demande classique faite par le guichet de la préfecture de police qui avait été déposée, ce qui ne nous a pas du tout été présenté comme ça ce matin. Est-ce que vous vous souvenez que cette demande a bien été signée par M. Benalla? D'ailleurs, je ne pense pas que ça puisse être un imprimé non signé. Et nous dire si, à l'annexe d'une telle demande, il y a un certain nombre de pièces qui doivent être fournies. Contrat de travail, attestation sur l'honneur, attestation de moralité, que sais-je, qui doivent être fournis à l'appui de la demande initiale de M. Benalla, sur laquelle il a été attiré l'attention par la suite. Monsieur Drouet. Je vais vous répondre avec ce dont je me souviens. Ce dont je me souviens, c'est que parce que j'ai, avec mes propres archives, essayé de remonter les choses. Le 5 octobre 2017, je suis informé par les services de la préfecture de police, de la direction de la police générale, que M. Benalla a déposé une demande. La forme de cette demande, je ne suis pas capable de vous répondre. Ensuite, ce qui est... Je ne suis pas en mesure de vous dire. J'en ai pas eu. Disons qu'elle aurait dû être écrite alors. La procédure, nous l'avons fait rentrer dans le cadre de ce qu'elle devait être. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui a été faite au guichet, c'était dans le cadre de ses fonctions, donc ça devait venir par l'autorité hiérarchique. Nous avons saisi l'autorité hiérarchique qui nous a confirmé la demande et demandé d'instruire. Un dossier papier. Oui, je vous remercie. Nous entendons entre les lignes, j'espère que... Un dossier papier transmis de mémoire le 10 octobre 2017. Très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur Kerrouche. Oui, tout tourne autour de cette demande de port d'armes. Ça devient un petit peu le mystère de la chambre jaune à la préfecture de police. Si je comprends bien, et si je vous suis, donc la mention du pouvoir de police n'était pas utile pour le port d'armes, mais néanmoins, elle n'était pas utile parce qu'il y avait un deuxième motif, mais néanmoins, il a quand même été jugé utile de faire mention explicitement de cette notion de pouvoir de police. De telle façon que, si je comprends bien également la réflexion qui a été menée, on ne peut pas savoir si c'est sur cette base ou sur l'autre que le permis de port d'armes a été délivré. C'est-à-dire que, en gros, ça peut être
l'une ou l'autre, si je vous suis bien, la menace qui pesait sur M. Benalla, d'une part, ou éventuellement la question du pouvoir de police dans le cadre de ses fonctions qu'on pouvait lui attribuer, mais que c'est les deux, l'une ou l'autre. Mais qu'a priori, d'après ce que vous nous dites, ça serait plutôt les deux, quand bien même le permis de port d'armes aurait pu être attribué pour un cas ou pour l'autre. Est-ce que je suis clair? Oui. Monsieur Drouet. Vous êtes clair, monsieur le sénateur. Je vous confirme que nous auriez pu nous référer simplement au premier alinéa ou simplement au second alinéa de l'article R312-24. Au regard des éléments qu'on avait en notre possession dans le dossier, on a considéré qu'on pouvait faire référence aux deux alinéas, donc celui qui fait référence aux missions de police et celui qui fait référence au risque d'agression dans le cadre des fonctions. Validant par là même donc les missions de police de M. Benalla. Validant par là même, nous avons qualifié ces missions de police. Nous ne sommes pas limités à marquer mission de police. Nous les avons qualifiées dans l'arrêté, dans le considérant, en disant que ces missions de police, dans le cadre de son action de coordination des services de sécurité de la présidence de la République, en lien avec les forces militaires et le GSPR. C'est écrit. Bien, merci de cette réponse. Maintenant, nous avons Madame L'Herbier. Oui, monsieur chef de cabinet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir s'il y avait un protocole bien établi, bien net, concernant les vidéos, quand il y a des manifestations et des rencontres publiques. Si on détecte quoi que ce soit, quelle est la démarche officielle qui est interpellé, qui est renseigné sur ce qu'on voit de suspect. En général, est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce que ça se fait souvent? Comment vous procédez dans l'état-major qui organise la vidéo des manifestations et des rencontres publiques? Monsieur Drouet. La préfecture de police est une grande maison. Il y a plusieurs états-majors, plusieurs salles de commandement en fonction des directions concernées. Il y a 2 salles de commandement à la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC. Il y a une salle de commandement à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Il y a une salle de commandement à la DOSTEL. Il y a une salle de commandement à la DRPJ et une salle de commandement à la DRPP. Chacune de ces directions et chacune de ces salles de commandement est équipée des outils de vidéoprotection. Ces outils de vidéoprotection servent à être en relation avec les effectifs qui sont sur le terrain. Donc si un opérateur voit sur ses écrans une action manifestement délictuelle, il doit informer les effectifs sur place pour qu'ils donnent suite sur place. Voilà, c'est ce que j'ai compris de votre question. Et Monsieur le Président, si je peux me permettre... Madame L'Herbier. Tout simplement, rien ne peut échapper à cette surveillance vidéo. C'est ce que je voulais savoir. Bien, merci. Bien sûr, beaucoup de choses échappent à la surveillance vidéo. Je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Dans le même état d'esprit, bien que vous ne fussiez plus en fonction. Oui. Le 1er mai au soir, il y a donc eu une réunion de commandement plus haut niveau. Et oui, je sais. Mais ces réunions au plus haut niveau, il y a le ministre et le préfet de police. Il y a, je suppose, des gens qui sont invités à participer. Est-ce que le chef de cabinet n'est pas tenu au courant, ne gère pas les invités, à votre avis? Parce que vous voyez, il y a Monsieur Drouet, voilà, la question est claire, chers collègues. Qui arrive. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a une liste des invités? Est-ce qu'on peut venir à l'improviste à ces réunions d'état-major, emmenées par un collègue? Non, c'est des salles sécurisées. Il y a des badges d'accès pour accéder à ces salles. Donc on ne peut pas y arriver comme ça de façon à l'improviste. Toute personne extérieure est forcément accompagnée et invitée donc. Et qui invite? Qui invite dans les salles de commandement. Là, pour le coup, c'est pas tout le temps le préfet de police qui peut inviter.
Les directions ont leur propre autonomie, peuvent inviter encore une fois, beaucoup de personnes, des journalistes sont invités à voir ces salles, des parlementaires. Oui. Il y a bien un fonctionnaire d'autorité qui prend la décision d'inviter ou de laisser entrer tel ou tel. Affirmatif. Et ce fonctionnaire, il est de quel niveau ? J'imagine que la question que vous me posez a trait à la direction de l'ordre public et de la circulation. C'est forcément quelqu'un de l'état-major de la direction de l'ordre public et de la circulation. Et je vous remercie. Alors maintenant, nous avons une question de M. Bonnecarrère. Oui, merci. Pardon, merci, monsieur le chef de cabinet. Je reviens quelques secondes à l'autorisation de port d'armes que vous avez signée par délégation du préfet de police. Et je voudrais examiner quelques secondes par la pensée l'élément central de la vie administrative française qui est le parapheur. Quand vous avez signé cet arrêté, donc il est arrivé dans un parapheur, je vois deux hypothèses. Hypothèse 1, vous êtes le décideur et vous ont été remis deux projets d'arrêté. Un projet d'arrêté accordant l'autorisation, un projet d'arrêté refusant cette autorisation. Hypothèse 1. Hypothèse 2, ne vous est arrivé dans le parapheur que le projet d'arrêté favorable à la délivrance de l'autorisation de port d'armes. Mais à ce moment-là, il y avait forcément de l'autre côté du parapheur la petite note d'accompagnement de vos services expliquant pourquoi vous deviez les signer. Et dans une grande maison telle qu'elle nous a été présentée, extrêmement hiérarchisée, il y avait forcément des visas des chefs de service successifs sur cette note. Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment se présentait le parapheur au moment où vous avez apposé votre précieuse signature? Monsieur Drouet. Ça a été dit, dans les échanges. C'était pas courant qu'un collaborateur de la présidence fasse ce type de demande, et donc cette demande a été traitée avec beaucoup d'attention, et nous avons traité au niveau du cabinet l'instruction du dossier qui a été validée. L'instruction du dossier a été validée par le préfet de police. Après la validation par le préfet de police a validé le dossier. Et à partir de là, les services ont rédigé les actes. Et comme dans tous les départements, les membres de corps préfectoral dans chacun de vos départements ont chacun des délégations de signature du préfet territorialement compétent. Le chef de cabinet du préfet de police a également une délégation de signature. Et donc, c'est dans le cadre de cette délégation de signature que j'ai signé l'arrêté, parce que, et on est dans une maison tenue à la préfecture de police, parce que le préfet de police avait validé le dossier. Merci, monsieur Drouet. Monsieur Durin. Oui, monsieur Drouet, je ne suis pas, comme d'autres sans doute, très familier de ces questions de sécurité et de police, et je voudrais avoir votre avis sur un sujet qui ne présente pas une très grande technicité. Mais comme vous avez vu les choses de l'intérieur, ça résumera mon sentiment du matin après l'ensemble des auditions. Est-ce que pour faire un travail de policier, il ne vaut pas mieux être policier soi-même? Monsieur Drouet, c'est une question facile, hein? Un policier soi-même. Très certainement, oui. Mais à ma connaissance, monsieur Benalla n'a jamais exercé le métier de policier. Merci. Bon. Police, tout est clair. Merci. Alors, je vous remercie. Nous avons maintenant la question de Madame Catherine Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas vraiment une question d'ailleurs, mais je rebondis sur votre dernière parole. Vous dites Monsieur Benalla n'a jamais été policier. J'ai quand même le souvenir, quand nous avons auditionné Monsieur Collomb, il l'a dit, j'ai toujours pensé qu'il était policier. Simplement, c'est un clin d'œil. Mais ma remarque était la suivante, et peut-être que c'est une information pour vous, mais Monsieur Benalla nous a dit ce matin clairement qu'il n'utilisait son arme que pour aller de son domicile au travail et du travail au domicile. Donc c'est sur cette période-là qu'il se sentait le plus menacé, et donc c'est hors fonction. C'était une remarque.
Bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à l'intervention de notre collègue. Madame Trendley. Merci, Monsieur le Président. Simplement, je souhaiterais avoir une précision, mais vous n'allez peut-être pas me répondre. Monsieur Benalla, nous l'avons tous compris, exerçait des missions hautement stratégiques à l'Élysée. Et de ce fait-là, était exposé à des risques tout à fait particuliers qui ont justifié le fait qu'il ait un port d'armes. Je pense, enfin j'espère, que ces mêmes missions qui ont été exercées par Monsieur Benalla hier seront exercées ou sont déjà exercées par d'autres personnes aujourd'hui. Monsieur Lauche est particulièrement exposé aussi puisqu'il était son supérieur hiérarchique et lui-même était régulièrement sur tous les déplacements auprès du président de la République. Aujourd'hui, vous êtes à l'Élysée. Est-ce que vous seriez susceptible de proposer à la personne qui va remplacer Monsieur Benalla de faire une demande de port d'armes ou alors à ce moment-là, que pensez-vous du développement d'une stratégie de protection tout à fait particulière pour l'ensemble des personnes qui travailleront sur les missions exercées par M. Benalla? Monsieur Drouet. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est donc votre réponse. Très bien. Bien. Monsieur Drouet, je vous remercie, bien que vous ne puissiez pas répondre à la dernière question, d'avoir coopéré avec notre commission des lois. Cette audition est maintenant terminée. La séance est levée.